Bonjour à tous, bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, Moualem Alavrov, Damas sûr de la victoire grâce à Moscou. Nasrallah, solidaire du peuple palestinien. Gaza, réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme mercredi. L'Iran a compromis diluer son stock d'uranium à 20%. Poutine promet d'agir pour un règlement négocié du conflit en Ukraine après le crash. Bienvenue au développement. Syrie. Le régime syrien est sûr de sa victoire sur les rebelles grâce au soutien de ses alliés et notamment celui de Moscou, a affirmé le chef de la diplomatie syrienne dans une lettre à son homologue russe. La confiance de la Syrie en la victoire inébranlable grâce à la résistance de son peuple et au soutien de ses amis, principalement la Fédération russe, a indiqué Walid Moualem dans une lettre adressée à Sergueï Lavrov à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays. Les dirigeants et le peuple de Syrie éprouvent du respect et de la reconnaissance à l'égard des positions de la Fédération de Russie, dirigée par le président Vladimir Poutine, qui soutient la Syrie face à la guerre mondiale lancée contre elle par les obscurantistes et les terroristes, a encore écrit M. Moualem. La Syrie est plus que jamais déterminée à écraser les terroristes pour défendre sa souveraineté et la sécurité de la région, a assuré M. Moualem. Les rebelles ont réussi récemment à chasser les djihadistes de l'État islamique de la quasi-totalité de la périphérie de Damas, mais ces derniers résistent encore dans 3 bastions au sud de Damas selon une ONG. À l'issue d'une offensive lancée il y a 3 semaines, ces djihadistes ultra-radicaux qui contrôlent de larges parties dans le territoire du nord et de l'est de la Syrie, mais aussi dans l'Irak, ont été chassés de 4 localités au sud-est de la capitale syrienne par les insurgés modérés et radicaux. Les combattants de l'État islamique ont été délogés de Mesraba et Maïda, situés dans la Ghouta orientale, une région arboricole à l'est de la capitale, ainsi que Yalda et Beth Sahem, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Liban. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien lors d'un entretien téléphonique dimanche soir avec le chef du Hamas, Khaled Meshal. Saïd Hassan Nasrallah a assuré à Khaled Meshal que le Hezbollah et la résistance libanaise se tiennent aux côtés de l'intifada et de la résistance du peuple palestinien, indique le communiqué du parti rapporté par la chaîne de télévision Al-Manar. Mikati crée un fonds d'investissement pour Tripoli. L'ancien premier ministre Nahib Mikati a annoncé lundi lors d'une conférence de presse la création d'un fonds d'investissement pour Tripoli, la capitale du Liban Nord. Nous avons décidé de créer un fonds d'investissement pour la ville de Tripoli et nous y avons versé 25 millions de dollars, a déclaré M. Mikati. L'ONU a dénoncé lundi la tenue d'une réunion extraordinaire du Conseil des droits de l'homme mercredi sur la situation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, alors que le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza ne montrait aucun signe de répit lundi. Le Conseil des droits de l'homme tient une session extraordinaire le mercredi 23 juillet sur sa situation des droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, a indiqué l'ONU dans un communiqué. La Cisjordanie occupée était paralysée par une grève générale lundi en réaction aux violents bombardements israéliens de la bande de Gaza, la veille qui ont fait au moins 140 morts, dont plus de 70 dans le seul quartier de Shahaja. L'appel à la grève a été lancé par les syndicats et plusieurs mouvements islamistes avant d'obtenir aussi le soutien de l'Organisation de libération de la Palestine du président Mahmoud Abbas, qui a appelé à des manifestations dans tout le territoire après 21 heures et la rupture du jeûne du Ramadan. Le département d'État a annoncé dimanche soir la mort de 2 citoyens américains à Gaza sans confirmer les informations de presse indiquant qu'il s'agissait de 2 soldats des forces militaires israéliennes. Nous pouvons confirmer la mort des citoyens américains Max Taber et Sin Carmeli à Gaza, a indiqué la porte-parole du département d'État Jean Pesaski, dans un bref communiqué précisant n'avoir plus rien à ajouter pour le moment par respect pour leurs proches. Les Émirats arabes unis accusent la chaîne Al Jazeera et des sites internet proches des frères musulmans et du Qatar de fabriquer des informations laissant entendre qu'ils soutiennent l'opération israélienne à Gaza, ce qui ajoute à la tension entre les 2 pays arabes du Golfe. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, a demandé à Al Jazeera de s'excuser publiquement pour avoir repris une information faisant état d'une rencontre entre les chefs de la diplomatie des Émirats et d'Israël. Iran.
L'Iran a dilué entièrement son problématique stock d'uranium enrichi à 20% et remplit ainsi les engagements pris dans l'accord intérimaire de novembre avec les grandes puissances selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique consulté lundi par l'AFP. L'Agence internationale atomique, chargée de vérifier que Téhéran honore bien son contrat, fait tous les mois un point de la situation sur place à l'attention des grandes puissances. Conformément au plan d'action conjoint de Genève, l'Iran a dilué la moitié de son stock d'uranium enrichi à 20% dans de l'uranium enrichi à 5%. Le reste a été converti en oxyde d'uranium. Le pays n'a plus produit d'uranium moyennement enrichi depuis l'entrée en vigueur du plan, détaille l'Agence des Nations Unies basée à Vienne. Le procédé d'enrichissement à 20% est techniquement proche de celui qui permet d'enrichir au niveau nécessaire pour fabriquer la bombe atomique à 90%. Le président russe Vladimir Poutine a assuré lundi que la Russie ferait son possible pour favoriser un règlement négocié du conflit en Ukraine après le crash de l'avion malaisien et demandé qu'un accès sécurisé soit garanti aux experts internationaux sur le site de la catastrophe. Il a jugé que la catastrophe n'aurait certainement pas eu lieu si les combats n'avaient pas repris le 28 juin après la décision de grève de mettre fin au cessez-le-feu. Dans le même temps, personne ne doit et n'a le droit d'utiliser cette tragédie à des fins politiques égoïstes, a-t-il estimé. Tous ceux qui sont responsables de la situation dans la région doivent prendre leurs responsabilités devant leur propre peuple, comme devant ceux des pays dont des ressortissants ont péri dans la catastrophe, a-t-il ajouté. Autre titre. Un des attentats qui ont ensanglanté Bagdad la semaine dernière a été perpétré par un Australien de 18 ans, mort dans l'explosion de sa bombe, ont indiqué lundi les autorités australiennes, qui qualifient cette information d'inquiétante. L'attorney général George Brandis, équivalent australien du ministre de la Justice, a confirmé que l'auteur d'un attentat suicide à Bagdad jeudi dernier était un citoyen australien. Selon la presse australienne, le jeune homme a été baptisé Abu Bakr al-Australi par l'État islamique, groupe djihadiste sunniste qui s'est emparé de pans entiers du territoire irakien depuis le début de l'offensive fulgurante lancée début juin. Il avait quitté Melbourne en 2013 pour se rendre dans la région secouée par les violences. La presse russe pro-Kremlin a estimé lundi que la vérité sur le crash de l'avion de ligne malaisien dans l'est de l'Ukraine ne serait jamais mise au jour, accusant les Occidentaux de rejeter la faute sur la Russie. La presse occidentale sait déjà qui est responsable pour le crash de l'avion de ligne. Manifestement, c'est la Russie, écrit le journal populaire Komsomolskaya Pravda, accusant les Occidentaux de tirer des conclusions hâtives avant même le début de l'enquête. Les coupables ont été nommés, titre de son côté le quotidien à grande diffusion Moskovski, comme Sololet. Rappelons que les États-Unis ont déjà menti pour accuser Saddam Hussein de détenir les armes de destruction massive. Il est difficile de dire s'il sera possible de distinguer la vérité du mensonge dans ce merveilleux nouveau monde de l'information, ajoute le journal. Une équipe d'enquêteurs néerlandais a examiné lundi les corps des victimes du crash du vol MH17 déposé à bord d'un train à Torres en Ukraine près du site de la catastrophe en zone rebelle, a constaté une journaliste de l'AFP. Un masque sur le visage accompagné par des représentants de l'OSCE, les enquêteurs ont ouvert les 5 wagons qui étaient censés être réfrigérés, mais apparemment ne l'étaient pas. Une très forte odeur de corps en décomposition faisant vaciller certaines personnes, y compris parmi l'escorte des rebelles. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekami.